wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah. Bonjour et bienvenue dans le jour d'après du monde de la formation et de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les apprentis et l'apprentissage, la voie royale vers l'emploi. Mais comment l'apprentissage a-t-il vécu cette période de crise sanitaire et quels sont les grands enjeux auxquels il doit faire face dans les temps à venir? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Tout d'abord, Roselyne Hubert, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes présidente de la FNADIR, la Fédération nationale des associations régionales de directeurs de centres de formation d'apprentis. En deux mots, que faites-vous? Et d'ailleurs, il y a combien de centres de formation d'apprentis dans notre pays et dans votre association? Alors, la fédération est un réseau, effectivement, de directrices, directeurs de CFA. Nous comptons à peu près 560 adhérents qui forment un peu plus de 300 000 apprentis à travers le territoire, sur tous les métiers, tous les niveaux de formation. Et en France, on doit compter approximativement aujourd'hui peut-être 1 millier de CFA. Donc ça veut dire que vous représentez quasiment la moitié des centres de formation d'apprentis de notre pays? Oui, tout à fait. Ouais. Et il faut le dire, vous-même, vous êtes directrice du pôle alternance et apprentissage du groupe IGS à Lyon. Deuxième invité, c'est Aurélien Cadiou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France. En deux mots, que faites-vous? Et aujourd'hui, dans notre pays, donnez-nous des chiffres sur le nombre d'apprentis. Alors, qu'est-ce que fait l'association? C'est une association qui a pour but de défendre les intérêts des apprentis. Donc, en période de réforme, notamment, par exemple, on échange avec le gouvernement pour faire en sorte que la vie des apprentis s'améliore. Et on est aussi là pour accompagner les futurs apprentis vers l'apprentissage, pour ceux qui le souhaitent, et pour accompagner les apprentis qui sont déjà apprentis dans leur parcours et pour les aider dans toutes les difficultés. Et pour donner quelques chiffres, en France, on a eu une augmentation assez importante suite à la réforme du nombre d'apprentis. On est maintenant à 485 000 apprentis en France. C'est une augmentation de plus de 16%. Et l'association compte 3 500 adhérents qui sont des futurs apprentis, des apprentis au départ. D'accord. Et puis, sachez, chers téléspectateurs, qu'au-delà des apprentis, il y a tous ceux aussi qui sont en alternance, dans lesquels il faut intégrer aussi les contrats pro. Les contrats pro, Monsieur Vautier, vous les connaissez, c'est notre troisième invité. Alors, c'est le représentant de l'entreprise dans l'émission, parce que vous êtes directeur marketing et solutions emploi de Adecco Group, mais vous êtes également directeur général d'Adecco Training. Alors Adecco, tout le monde le connaît, c'est l'intérim, un spécialiste de l'emploi, mais on ne savait pas, et peu de gens savent, que Adecco est très très impliqué en matière d'apprentissage. Expliquez-nous. Oui, bonjour à toutes et à tous. On est extrêmement content d'être là et effectivement très mobilisé autour de l'apprentissage pour une raison simple, entre la formation et l'emploi. Donc, au sein du groupe Adecco, on pense que c'est vraiment une solution pour répondre aux enjeux de recrutement et aux besoins de compétences importants. À ce titre, on exerce à travers un dispositif qui s'appelle la Grande École de l'Alternance et qui a été créé en 2016 pour former déjà 12 000 apprentis et alternants. Donc, on est extrêmement engagé également à travers des CFA auxquels nous participons. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci à vous qui nous suivez d'être avec nous à distance. Je vous rappelle que cette émission se veut interactive. Donc vous pouvez poser vos questions. Nos invités y répondront. D'ailleurs, on va vous lancer un petit sondage qui a été déjà lancé. Les jeunes en apprentissage ont-ils été les apprenants les plus impactés par la crise sanitaire? Répondez par oui ou par non. On commentera ce résultat plus tard dans l'émission. Et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Comment les apprentis et les CFA et les entreprises qui ont des apprentis ont vécu cette crise? C'est la rubrique aujourd'hui. Alors revenons tout d'abord sur ce qui s'est passé début mars avec l'annonce du confinement. Tous les CFA et centres de formation se sont retrouvés bloqués. Madame Hubert, expliquez-nous comment ça s'est passé concrètement, vraiment du jour au lendemain, clac, vous avez fermé les portes et qu'est-ce qui s'est passé? C'est cela. Alors comme toutes les entreprises de France, les CFA ont été sous la même recommandation sanitaire et bien sûr qu'il fallait la mettre en œuvre rapidement. Donc
on est parti un lundi soir, comme nombreux, et on a mis en place le distanciel en un temps record. L'enjeu pour nous, et vraiment la préoccupation au-delà des mesures sanitaires, ça a été la continuité pédagogique. C'était de pouvoir continuer de former nos apprentis, de pouvoir les accompagner. Et là, les CFA se sont fortement mobilisés pour mettre en œuvre les plateformes qu'ils avaient ou les consolider, continuer le déploiement avec des plateformes pédagogiques, des cours en ligne, des cours à distance, des appels téléphoniques, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour garder le lien avec les apprentis au quotidien. Alors, il y a eu une mise en place, tout s'est bien passé. Il y a quand même des CFA qui ont dû fermer totalement parfois. On a tous fermé totalement. Oui, tous fermés totalement. Donc, tous les cours étaient en distanciel. Nos équipes aussi étaient en distanciel. Donc, comme je vous le disais, effectivement, les cours ont été en ligne. Et puis, on a réinventé nos portes ouvertes aussi. On a fait des lives Instagram, Facebook, etc. Le plus grand challenge étant cette partie pédagogique. Pour certains métiers, c'est quand même plus complexe. On ne peut pas tout apprendre non plus par un ordinateur. Donc, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour garder le lien, pour être sur un maximum d'interactivité. Aujourd'hui, on a réouvert et on est très content de pouvoir réaccueillir à nouveau des apprentis. Et pour les directeurs, ça a été aussi tout un travail avec les formateurs, les enseignants qui ont dû bouleverser leur pratique, réapprendre à faire des cours en distanciel. Ça a été difficile, facile, tout le monde a joué le jeu. Alors sur cette question de la digitalisation, il y avait des niveaux de pratique très différents selon les CFA, selon les métiers. Là encore, c'est plus ou moins simple dans certaines filières. Moi, je suis sur les métiers tertiaires, donc c'est plus facile que certains métiers plus techniques. Donc on a continué à former, à déployer. Et puis surtout, ça a été de la mise en œuvre et de la co-construction avec nos apprentis. J'entends encore des formateurs me dire j'étais pas forcément à l'aise sur les réglages, j'ai pas trouvé tout de suite. Et puis c'est mon apprenti qui m'a dit mais monsieur, mettez le micro comme ça et puis utilisez ça. Et ça, c'est co-construit parce qu'on s'est tous retrouvés dans une période inédite. Et que surtout, je pense que les apprentis étaient contents aussi d'avoir ce lien qui perdurait entre eux, cette continuité, sachant que par ailleurs, une partie d'entre eux était en chômage partiel, donc pas évident à vivre non plus au quotidien. Alors justement, comment ça s'est passé pour les apprentis? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Aurélien Cadiou. D'ailleurs, il y a une question d'un internaute. Les formations ont-elles toutes pu être mises en ligne et mises en œuvre à distance? J'imagine que non, partiellement. Quels sont les retours que vous aviez en tant qu'association? Nous, on a eu beaucoup de retours, puisqu'on a été sollicité 5 fois plus que d'habitude à travers nos outils d'accompagnement. Les premiers retours ont été effectivement des jeunes qui étaient un petit peu perdus face aux annonces et à la brutalité du confinement. Et donc, je pense qu'effectivement, comme le disait Roselyne, ils ont été contents d'avoir du lien, de retrouver le lien avec leurs formateurs, puisque pour eux, c'était une situation un petit peu compliquée, un petit peu inédite. Surtout que certains n'avaient pas forcément de nouvelles de leurs entreprises, puisque les entreprises ont aussi été un peu prises de court. Et donc, la communication n'a pas forcément été toujours très descendante dans les premiers jours du confinement. Donc, les jeunes ont difficilement vécu ça, peut-être la première semaine, mais comme beaucoup de salariés aussi. Mais les jeunes ont ce double statut de salarié et d'étudiant, et donc ont une problématique côté entreprise et éventuellement une problématique côté un petit peu, c'est la double peine pour eux, quelque part. C'est difficile, mais heureusement, pour les entreprises, il y avait le chômage partiel, et pour les CFA, heureusement, il y avait la possibilité de mettre les cours en distanciel, et donc pour les apprentis, d'avoir cette continuité pédagogique. Mais effectivement, dans certaines formations, il y avait quand même des gestes techniques à savoir, à apprendre, et tout ne peut pas se faire à travers le digital. Et là, c'est pénalisant, surtout quand les jeunes étaient en chômage partiel et du coup n'ont pas pu avoir cette pratique au sein de l'entreprise. D'accord. Et donc, vous avez une plateforme d'aide qui s'appelle help.sosapprenti.fr, sosapprenti.fr. Quel était le type de questions qui revenait le plus régulièrement sur cette plateforme? Parce que j'imagine que vous avez eu énormément de questions. On a eu beaucoup de questions et en fait, le type de questions dépendait en fonction de la période dans laquelle on était. Donc, on a commencé sur beaucoup de questions sur qu'est-ce que je dois faire lundi, mardi, est-ce que je dois aller dans mon école, est-ce que je dois suivre mes cours en ligne, est-ce que je dois aller en entreprise, est-ce que je dois rester chez moi. Donc, en fait, les apprentis et même les employeurs se sont posés beaucoup de questions sur dans quel cas l'apprenti doit aller en entreprise, doit suivre ses cours, doit pas suivre ses cours. Est-ce qu'il peut suivre ses cours s'il est en chômage partiel à distance ou est-ce qu'il est censé ne rien faire? Donc, beaucoup de questions comme ça au début.
Après, ça s'est un petit peu calmé. On a eu des questions ensuite sur le chômage partiel. Les employeurs ne savaient pas tous forcément qu'ils pouvaient mettre leurs apprentis au chômage partiel. On a eu quelques questions à la fin du mois sur les bulletins de paye, puisque effectivement, certains apprentis ne comprenaient pas comment fonctionnait leur bulletin de paye, ne comprenaient pas pourquoi il était différent par rapport au mois précédent, et c'est lié au fait du chômage partiel. Et ensuite, on a eu des questions d'un autre type de public qui sont les futurs apprentis, puisqu'au début, on a eu beaucoup de questions des apprentis qui étaient déjà en formation. Et ensuite, on a eu beaucoup de questions des futurs apprentis. Mais on va en parler tout à l'heure des futurs apprentis. Monsieur Vauthier, là, on parlait de Monsieur Cadiou, expliquer comment les apprentis se posaient des questions par rapport aux entreprises. Vous êtes plutôt côté entreprise, vous avez une double casquette. Vous êtes dans un grand groupe, au contact de plein d'entreprises. Vous avez vous-même au sein d'ADECO des CFA. Comment les entreprises ont vécu la gestion des apprentis à ce moment-là? Comme un salarié normal ou ça a été un casse-tête particulier à essayer de les contacter, les CFA, s'harmoniser avec les directeurs, avec les apprentis? Ça a été facile, difficile? Comment vous l'avez géré, vous, en tout cas, dans votre entreprise? Écoutez, comme vous le dites, on a un peu la double casquette. À côté des CFA, effectivement, et notamment le CFA recruté autrement. Et là, pour le coup, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on a vraiment assez rapidement digitalisé et peut-être le point que je retiendrai, c'est qu'en mettant en place des classes virtuelles, en maintenant les plannings, etc., on a créé une dynamique collective à distance. Et puis, on a aussi renforcé l'accompagnement des alternants. Côté entreprise, nos alternants, nos apprentis, ils étaient effectivement en poste et en mission au sein des filiales du groupe ADECO. On a très rapidement déclenché le télétravail assez vite et plutôt en avance de phase, en les considérant comme des salariés normaux. Il y a énormément de questions qui se sont posées autour du télétravail, autour des moyens techniques, de tout un tas de sujets, mais on a considéré les apprentis comme l'ensemble des collaborateurs. Par contre, effectivement, il y a certains apprentis, et notamment vis-à-vis de nos clients, sur des métiers peut-être plus techniques qui parlent de pratiques de gestes, etc., sur lesquels on n'a pas pu continuer. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'essayer de rattraper le retard. En tout cas, c'est ce que l'on constate nous, et qui préparent la suite. Alors, il y a plusieurs questions que j'ai vues défiler. Je ne voulais pas vous interrompre. Il y avait une question plutôt pour vous, je pense, Monsieur Cadiou, c'est est-ce que tous les alternants, apprentis, ont pu suivre des cours en télétravail? Il y a un problème de moyens pour certains. Il y a eu un problème de moyens. Je m'adresse un petit peu à vous tous. Répondez d'abord, Monsieur Cadiou. Oui, alors effectivement, Roselyne parlera peut-être du côté CFA, mais effectivement, tous les centres de formation n'ont pas pu mettre en place des cours en ligne, ou en tout cas pas de la même qualité, puisque certains étaient déjà engagés dans un processus de digitalisation, d'autres partaient presque de zéro. Et pour les apprentis, effectivement, il y a déjà des jeunes qui étaient peu à l'aise avec le numérique et qui sont partis avec des difficultés. Et il y a aussi eu un problème d'équipement informatique, puisque les jeunes aujourd'hui ont quasiment tous un téléphone portable, mais on se rend compte que beaucoup de jeunes n'ont pas d'équipement informatique qui permettent de suivre en ligne des cours. Donc il y a eu ces deux problématiques-là, et de fracture numérique, et de ne pas posséder l'équipement qui permettait de suivre ces cours en ligne. Roselyne Hubert, ça a été un travail pour les directeurs de trouver des solutions pour leurs apprentis? Ça a été vraiment la plus grosse préoccupation. Comme le dit Aurélien, selon le niveau d'avancement de la digitalisation de chacun, donc ça a été soit renforcé, soit mis en œuvre. Donc ça, en tout cas, les formateurs étaient mobilisés, mais on a vraiment constaté des apprentis en difficulté par rapport soit aux compétences numériques, parce qu'on n'a pas eu le temps de les préparer à utiliser les outils et à savoir se connecter et suivre correctement. Donc ça, on l'a fait aussi à distance, donc c'est un peu un paradoxe. Et puis sur la partie matériel et connexion Internet. Et là, ça a vraiment été des problématiques importantes où chacun s'est mobilisé, j'allais dire, comme il l'a pu, pour essayer de récupérer du matériel, pour essayer d'en fournir aux apprentis pour qu'ils puissent suivre. Alors, j'allais dire là-dessus qu'on constate aussi des inégalités qui ressortent d'autant plus qu'on monte dans les niveaux de formation, il y a moins de problématiques. Et quand on est sur le niveau de formation en dessous du bac, c'est renforcé. C'est encore plus difficile pour ces publics. J'imagine, Monsieur Vauthier, que vous êtes d'accord. Là, j'ai une autre question. Est-il raisonnable de faire télétravailler un alternant? Comment bien suivre son travail en entreprise? C'est un vrai défi, ça.
C'est une bonne question. Et en fait, l'apprenti ou le collaborateur, puisqu'on a été forcé de mettre en travail beaucoup de collaborateurs. Donc, une des solutions, c'est de développer, et c'est ce que nous avons fait, la formation des managers, donc managers d'apprentis ou managers en général, à manager à distance à travers notre filière d'EcoTraining. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit s'ancrer dans les habitudes autour de l'apprentissage et en général du management, parce que c'est un vrai sujet. Et puis, dans les principes que l'on a constatés dans cette crise, la communication régulière, avec des consignes claires à chaque manager et notamment vis-à-vis des apprentis, au moins un point régulier fixé avec l'apprenti pour savoir comment il va et l'accompagner, parce qu'on peut vivre des situations effectivement parfois un peu perturbantes. Alors si j'ai bien compris, on va dire que au niveau des CFA, on s'est plutôt bien organisé malgré, j'imagine, quelques incidents. Il y a un grand défi, c'est la fracture numérique. Il y a des disparités par secteur d'activité, aussi par âge et niveau de diplôme, si j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, on est dans une période de déconfinement. Comment ça se passe? Il y a des protocoles qui ont été mis en place. Est-ce qu'ils sont faciles à mettre en place? Est-ce qu'il y a eu un vrai changement depuis le 11 mai? Est-ce qu'il y a des cours en présentiel? Comment ça se passe réellement aujourd'hui, Madame Hubert? Oui, il y a des changements et effectivement, on a quasiment tous réouvert sauf les CFA qui dépendaient exclusivement du ministère de l'Enseignement supérieur, qui avait demandé que les formations continuent en distanciel. Donc sinon, voilà, tous les cours ont pu être relancés. Alors je dis tous, non, avec des nuances parce que vous le disiez, protocole sanitaire étant là et avec l'ensemble des normes à respecter, chaque CFA a travaillé avec ses équipes pédagogiques pour voir quelle était la possibilité d'accueillir. Si on a un internat, la question n'est pas la même que si on n'en a pas. Si on a des plateaux techniques, la question n'est pas la même que sur une salle de cours classique. Comment on utilise les matières premières, comment on met en œuvre tous ces protocoles liés à la fois à notre activité de formateur et à la fois liés au secteur d'activité, au métier auquel on forme. Donc on a croisé toutes ces données. On a dû tous faire des choix de public auxquels on s'adressait. On ne peut pas faire revenir tous les apprentis. Avec les protocoles, c'est impossible. Donc, on a tous choisi des publics qui ont été choisis par rapport aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Ça, c'est vraiment ce qui a été changé dans l'ensemble de nos collègues. C'est les publics les plus fragiles, les plus en difficulté, les plus impactés par ces inégalités que l'on a fait reprendre en priorité. Et puis, on teste là aussi d'autres choses, puisque pour certains cours, on fait à la fois maintenant de la mixité présentielle et distancielle. On a aussi des publics d'apprentis qui sont en fragilité en termes de santé. Donc, on essaie de s'adapter voilà, sur cette mixité aussi. Donc, on continue d'innover et d'expérimenter. Aurélia Cadieux, maintenant, avec ce temps et le déconfinement, est-ce qu'il y a des chiffres qui commencent à sortir? Par exemple, il y a un chiffre qui, moi, m'intéresse. C'est on parle beaucoup de chômage, de postes qui ont été détruits, de chômage technique. Est-ce qu'on a des chiffres sur, par exemple, combien d'apprentis ont été mis au chômage technique ou combien ont perdu leur emploi? Parce que j'imagine que sur certains secteurs, il y a eu des sociétés, des petites sociétés qui ont vite fermé. Alors, on n'a pas, à ma connaissance, de chiffres. En tout cas, on n'a pas ce chiffre-là d'apprentis qui ont été au chômage partiel. On n'a malheureusement pas ce détail-là. Et même plus globalement, on n'a pas de chiffres spécifiques à l'apprentissage liés à la crise. Un des chiffres qui, moi, me semble important à notifier, que j'ai entendu de la part du réseau de centres de formation des CCI, les chambres de commerce et d'industrie. Qui ont du coup à peu près 80 000 apprentis, si je ne me trompe pas. On fait une enquête auprès de leurs établissements de formation et on remontait le chiffre de 10 à 15% de rupture de contrat pendant la période de confinement. Ce qui, moi, me semble énorme. Alors, je ne sais pas si Roselyne, auprès de ses adhérents CFA, a des données. En tout cas, moi, ça me paraît être un chiffre assez important. Mais de l'autre côté, on a aussi le gouvernement qui nous dit que non, le nombre de contrats rompus pendant la période de confinement n'a pas significativement augmenté. Roselyne? Oui, tu abordes un point, Aurélien, qui est toujours la difficulté de tracer, d'avoir des chiffres précis sur l'apprentissage actuellement. C'est très difficile de se prononcer. Moi, je pense qu'on ne mesure pas encore pleinement les effets. Parce que là, en reprenant, entre guillemets, on a perdu des apprentis, on a vu que les apprentis n'étaient pas revenus, mais pour autant, on n'a pas la rupture officielle de ce contrat-là.
c'est un processus aussi administratif, c'était un processus un peu plus long, c'est pas uniquement une déclaration orale. Et je crains qu'on ne mesure les effets pleinement qu'à la rentrée et qu'on ne revoit pas des apprentis revenir sur leur 2e ou 3e année de contrat d'apprentissage. Monsieur Vauthier, vous qui travaillez chez ADECO, donc vous connaissez bien un petit peu l'évolution du marché de l'emploi. J'imagine que des pertes de contrats pour des apprentis, ça sera dans certains secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus fragiles que d'autres aujourd'hui dans notre pays ? Bien sûr, oui, tout à fait. Quand on regarde les différents secteurs d'activité, vous avez des secteurs qui sont en difficulté ou à l'arrêt sur la partie hôtellerie-restauration. On parle de l'automobile, on parle de l'aéronautique. Où il y a beaucoup d'apprentis. Où il y a beaucoup d'apprentis. Et là, on parle des grands secteurs d'activité, et que ce soit évidemment sous-traitants ou acteurs directs, les PME ou grands groupes. C'est tout un écosystème. En revanche, vous avez effectivement, et on le constate, des secteurs où il y a une dynamique, où on nous sollicite pour accompagner sur l'apprentissage, sur des métiers techniques, de maintenance, autour de l'agroalimentaire, autour du e-commerce, de la distribution. Donc c'est assez inégal, en effet, mais on voit bien qu'il y a des secteurs qui sont à la peine et d'autres qui sont en besoin de compétences. On vient de me faire signe que le temps presse. Je vois le résultat du sondage. Les jeunes en apprentissage ont-ils été les apprenants les plus impactés par la crise sanitaire ? Eh bien, on nous dit oui à 33% et non à 67%. Donc finalement, rassurés sur le travail des CFA et la mobilisation des enseignants et des entreprises. Un commentaire, Monsieur Cadieux ? Alors, je pense malgré tout que du fait de leur statut d'étudiant et de salarié, ils sont quand même impactés sur 2 aspects de leur vie et ça n'a pas été facile pour eux. Et effectivement, peut-être que le ressenti de la part des jeunes est plutôt positif et que finalement ça s'est bien passé, mais je pense que malgré tout, pour eux, on a changé 2 choses. On n'a pas changé que le travail ou que l'école, on a changé et le travail et l'école. Donc je pense malgré tout qu'ils ont été impactés, mais si on faisait un sondage auprès des apprentis, peut-être que la plupart nous diraient que tout s'est très bien passé. Mais ils ont quand même été doublement impactés dans 2 aspects de leur vie. Madame Hubert, une réaction ? Ça vous rassure ? Oui, alors oui, sur la partie pédagogique, parce que je sais la mobilisation qu'il y a eu de la part de tous les CFA, de tous les formateurs pour cet accompagnement, parce que ce lien humain est quand même extrêmement important dans cette partie de formation. Après, je rejoins Aurélien, il y a les 2 aspects. En même temps, les apprentis grandissent aussi, gagnent en maturité, peut-être par rapport à d'autres profils. Je pense aux étudiants plus classiques. Et peut-être ont-ils été aussi mieux armés parce que mieux insérés dans le milieu professionnel pour faire face à ces différents aspects. Donc, je pense qu'on ne tiendrait pas forcément le même propos si le confinement avait eu lieu en début de formation. Là, il était plutôt en fin de formation. Ils avaient déjà des compétences, ils ont développé des aptitudes et que ça a dû forcément leur servir dans ce cadre-là. Mais que se passera-t-il pour les apprentis et l'apprentissage à la rentrée prochaine ? Parce que je sais, Aurélien, que vous avez beaucoup de questions sur vos plateformes actuellement. Et bien justement, c'est la rubrique suivante, et demain. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. I wanna have some fun tonight, yeah. I just wanna have some fun. Et on va commencer tout de suite par lancer un nouveau sondage, un sondage qu'on a préparé avec mon community manager. Avez-vous des craintes pour votre contrat en alternance en septembre prochain ? Voilà, un petit sondage un petit peu provoque pour énerver nos invités. Justement, cette rentrée de septembre au niveau de l'alternance, que faut-il en penser, Aurélien Cadieux ? Nous, et c'est ce que disait tout à l'heure, je pense que les effets de la crise vont arriver dans les mois qui viennent. Nous, on s'inquiète beaucoup de la phase de déconfinement, de la période à laquelle les entreprises vont retrouver des charges, au-delà du loyer, mais vont retrouver des charges de ressources humaines et ne vont peut-être pas résister à la phase de déconfinement, ne vont pas arriver à redémarrer une activité économique ou à rattraper le retard de recettes. Et donc, on craint en fait un certain nombre de fermetures d'entreprises, de licenciements qui vont impacter forcément les apprentis. Donc, en fait, on craint d'avoir des ruptures de contrat, malheureusement, dès septembre et dans les mois qui vont suivre.
C'est une angoisse partagée par M. Vauthier, avec votre CFA ou pas? Écoutez, concernant notre CFA, effectivement, je pense que l'enjeu majeur, c'est pour les apprentis, ça va être de trouver une entreprise. Nous, sur notre CFA Recruter Autrement, on a 75 apprentis. On en a 30 qui vont intégrer les filiales du groupe Adecco. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'accompagner les autres pour trouver une entreprise. Bon, c'est notre métier, mais il y a un vrai sujet autour de ça. C'est comment les entreprises vont s'engager. On a des signaux, hein, puisqu'on accompagne un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a plutôt une dynamique de reprendre. Maintenant, jusqu'à quelle hauteur? Et évidemment, comme on le disait tout à l'heure, en fonction des secteurs, ça va être très variable et il y a des secteurs qui vont être plus ou moins impactés. Alors justement, le 4 juin dernier, il y a eu le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour soutenir l'apprentissage, l'alternance. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ces mesures? Il y a une mesure phare, c'est quand même l'aide unique à l'apprentissage sera portée à 5 000 €, voire 8 000 €. C'est presque offrir à des entreprises une gratuité pour un premier salarié, c'est intéressant. Madame Hubert, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure-là en particulier? Oui, alors au niveau de la FNADIR, on a salué, hein, les mesures prises. Aurélien le disait tout à l'heure, hein, l'activité de l'apprentissage est forcément liée à la santé économique des entreprises. Donc effectivement, une aide financière est plus que bienvenue pour ces entreprises qui ont ce projet de recrutement. Nous, on a déjà vu des entreprises qui se posaient la question et qui, à l'annonce du plan, du coup, ont commencé à recruter. Voilà, elles sont passées de la partie incertitude à la partie je me mets en route pour recruter, donc déjà des effets bénéfiques. Mais pour aller au-delà, moi je pense qu'il y a une mobilisation plus générale à penser avec tous les acteurs de l'emploi en France, puisque si on compte entre guillemets uniquement sur les entreprises qui avaient déjà l'habitude de faire de l'alternance, de l'apprentissage, hein, elles sont souvent en récurrence, hein, c'est des entreprises qui en font, qui continuent à en faire. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller convaincre d'autres entreprises qui n'en faisaient pas, de passer aussi le pas et de recruter un apprenti, une apprentie pour la rentrée, que ce soit pour des apprentis de deuxième année qui auraient besoin de trouver une nouvelle entreprise, parce que comme le disait Aurélien, en difficulté dans leur entreprise de cette année, ou bien pour les nouveaux contrats à venir, pour les nouveaux apprentis que nous allons intégrer. Là j'ai une question qui vient d'apparaître. Les entreprises peuvent-elles prendre plusieurs apprentis? Y a-t-il une limite en nombre comme les stagiaires? Là, ça doit être une entreprise qui n'a jamais eu d'apprentis. Qui veut répondre? Alors, je peux me lancer si vous voulez. Aucune limite. Aucune limite. Non, effectivement. Alors, il faut surtout après voir la capacité d'encadrement. Il ne faut pas oublier que le contrat d'apprentissage est un contrat de type particulier. Et il faut un maître d'apprentissage ou une maître d'apprentissage pour accompagner l'apprenti dans sa mission et dans sa mise en œuvre professionnelle au sein de l'entreprise. Donc, c'est surtout votre capacité, j'allais dire, d'accueil en termes d'encadrement au sein de l'entreprise qui compte. D'accord. Mais il n'y a pas un danger d'effet d'aubaine, selon vous alors, à qui je pose la question? Aurélien, il y a des entreprises qui vont embaucher plein d'apprentis pour avoir des salariés gratuits pendant une année. Alors, on ne pense pas spécialement comme ça au sein de la NAF, mais on sait que, effectivement, quand quelque chose coûte pas cher ou peu cher, on n'apporte pas la même importance que quand ça coûte très cher. Et ça, on le voit déjà en temps normal, hors période de crise, dans les entreprises. On voit qu'il y a certaines entreprises qui n'accompagnent pas de manière qualitative leurs apprentis, leurs alternants dans leur formation, parce que c'est un contrat spécifique et il y a une formation, il y a un accompagnement, un suivi à faire. Nous, ce qu'on craint, c'est que justement, et on le voit, enfin déjà les chiffres, quand une entreprise qui recrute un apprenti, souvent elle voit qu'un seul candidat. En fait, elle n'a pas le même processus de recrutement que pour un salarié habituel. Nous, effectivement, on craint que du coup la qualité d'accompagnement ne suive pas et qu'elle tende à baisser ou qu'elle soit constante. Et vouloir augmenter ou en tout cas maintenir le nombre d'apprentis doit aussi passer par le maintien de la qualité, voire l'augmentation de la qualité de l'apprentissage. La mesure est bonne, enfin je veux dire, inciter financièrement les entreprises, il fallait le faire. On était quasiment tous d'accord dans les acteurs de l'apprentissage, on a fait quasiment tous cette proposition-là. Et là, l'incitation est quand même importante, elle est conséquente.
Et nous, la mesure complémentaire, ça serait que les entreprises s'engagent à former le maître d'apprentissage, parce qu'on ne devient pas maître d'apprentissage du jour au lendemain, et parfois on a besoin d'être formé, d'être accompagné dans ce rôle de manager. Comme le disait Thibaut avant, c'est un rôle spécifique, il faut savoir manager. Et donc c'est pour nous une mesure qui était importante, complémentaire, qui serait importante de former pendant 2 ou 3 jours le maître d'apprentissage pour pouvoir bénéficier de ça. Monsieur Vauthier, ça c'est un enjeu pour vous à venir pour l'apprentissage et l'alternance d'une manière générale dans l'année qui vient, c'est accompagner la qualité du suivi de l'apprenant? Oui, absolument. Je pense que l'engagement des entreprises, quand on est engagé comme nous à travers à la fois des CFA et à la fois l'accompagnement de collaborateurs en apprentissage, notre enjeu, c'est effectivement l'accompagnement, puisque on souhaite que ces ressources elles puissent être ensuite embauchées. Et donc, on a une responsabilité à la fois dans le recrutement, et c'est là-dessus qu'on aide les entreprises, trouver les bons profils, mais aussi les accompagner et former, comme vous le disiez, former au management. Il y a vraiment un enjeu autour de ça, effectivement. Autre mesure de ce plan, c'est l'allongement de 3 à 6 mois de la période, pour la période de recherche d'un contrat. Ça, c'est important ou on devrait faire fi de proposer un allongement d'1 an? Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélien? Nous, on a proposé l'allongement d'1 an. Parce que je pense, mais peut-être que Thibaut a plus ce ressenti-là, que les entreprises vont avoir des difficultés au-delà de 6 mois à partir de la rentrée, et que les difficultés vont vraiment s'étaler sur l'année scolaire qui va arriver. Et donc pour nous, c'était important de mettre 1 an pour ça, parce que je pense que 3 mois de plus, c'est juste décaler le problème et que ça sera toujours compliqué. Et surtout, il faut rassurer les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune ne va peut-être pas vouloir s'engager dans l'apprentissage si on ne lui assure pas, sachant que le contexte est compliqué et exceptionnel, qu'on ne lui assure pas son année. Et ce qui est plus difficile, c'est qu'avant, c'était 3 mois. Donc, au bout de 3 mois, on est encore dans une période de rentrée scolaire. Et si on doit quitter son CFA, on peut trouver une place en lycée professionnel, par exemple. Au bout de 3 mois, on est en plein milieu d'année scolaire. Est-ce que les lycées professionnels vont vouloir accepter un jeune qui n'aura pas trouvé au bout de 6 mois, en plein milieu d'année scolaire? Moi, je ne suis pas certain. Qu'est-ce que vous en pensez, Roselyne Hubert, en tant que directrice de centre? Il faut prolonger, il faut allonger encore plus cette période, il faut militer pour ça, ou c'est déjà pas mal? Parce que déjà, oui, pardon, la prolongation de cette période était une des propositions également portées par la FNADIR, donc on est content qu'elle se mette en œuvre. C'est un sujet assez complexe parce qu'effectivement, il faut laisser le temps économiquement aux entreprises de repartir, donc accompagner aussi les apprentis. Et en même temps, on est dans un maillage qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi un référentiel de formation et une expérience en entreprise à acquérir. Donc on est un peu entre 2 jauges. Pour certaines formations qui durent 2 ou 3 ans, prolonger à 1 an pourrait être une bonne idée. Pour des formations plus courtes d'1 an, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'expérience entreprise et du coup on ne couvrira pas forcément l'intégralité du référentiel. Donc là, c'est vraiment, on va dire, une articulation pédagogique, parce qu'on a aussi bien sûr cette casquette-là qu'il faudrait trouver. Il faudrait dans l'idéal pouvoir affiner formation par formation, mais bien évidemment c'est plus complexe. On va espérer, nous, c'est aussi des craintes qu'on a portées auprès du gouvernement, de se dire, mais quid, si ces jeunes ne trouvent pas au bout des 6 mois, on va bien sûr faire tout notre possible pour les accompagner et mobiliser l'ensemble des réseaux. Et le gouvernement nous a dit qu'on se reparlerait du sujet, et je pense qu'on va analyser avec eux aussi le nombre de personnes concernées, le nombre d'apprentis et l'évolution tout simplement économique dans les mois à venir. Oui, et après, il y a eu d'autres mesures qui ont été annoncées. On va offrir un ordinateur pour les apprentis qui en auraient besoin. Qu'est-ce que c'est que cette mesure? Comment vous la voyez? Alors, je vais en parler, je vais demander à la directrice tout d'abord, mais c'est réalisable, ça? Alors, offrir, on n'est pas tout à fait dans ce dispositif. En fait, la loi à venir a mis en place une aide qui s'appelle l'aide au premier équipement, qui est financée par les OPCO. Alors, si on rentre dans la cuisine technique, c'est eux qui financent effectivement la partie contrat d'apprentissage en cotisation des entreprises. Et cette aide au premier équipement, elle a un certain nombre de critères d'éligibilité. Si vous êtes sur un métier, par exemple, de restauration, métier de bouche, c'est ce qui vous permet d'acquérir l'équipement nécessaire pour la cuisine.
Et on avait des positionnements assez divergents sur la partie informatique de la part des différents OPCO. Donc là, vraiment, ce qui a été porté aussi pour plusieurs réseaux, hein, on se rejoignait là aussi sur cette partie, c'est que l'informatique soit enfin éligible dans tous les secteurs d'activité, puisqu'on constate que ça a été vraiment ces aspects de fracture numérique qui étaient les plus difficiles pour nous. Donc effectivement, les CFA vont pouvoir avoir cette aide-là pour financer des équipements pour les apprentis. Voilà, ça répond à la question peut-être partiellement de si je suis apprenti l'année prochaine et que je n'ai pas d'ordi, est-ce qu'on m'en donnera un? Comment ça se passe dans, dans vos CFA dans Adecco Group, Monsieur Vauthier? Écoutez, on a le CFA recruté autrement où effectivement on a équipé les apprentis d'un ordinateur. Après, le deuxième CFA dans lequel on est partie prenante, c'est le CFA des chefs qui est formé au métier de la cuisine avec d'autres grands acteurs et pour lequel évidemment il ouvre en octobre, mais évidemment l'équipement sur ces métiers-là pour la partie enseignement est important, mais il y a d'autres équipements à avoir et donc la question se posera. Le CFA des chefs, ou quand même pour l'enseignement, il faut faire de la pratique et être plus en cuisine. Et là se posent ce qu'on appelle les problèmes de distanciation sociale. Est-ce qu'ils sont tout à fait réglés, ces problèmes de distanciation sociale dans les établissements? Monsieur Vauthier et Madame Hubert, c'est un casse-tête de directeur, ça. Et je laisse peut-être Madame Hubert répondre. Alors, c'est un casse-tête, oui et non, parce qu'on a tous réouvert avec des protocoles validés avec nos salariés, avec nos représentants syndicaux, parce qu'on est aussi des entreprises comme les autres sur ce plan-là. Les fléchages ont été faits, etc. Et sincèrement, on a tous été très satisfaits du comportement de nos apprentis. On n'a pas de disciplinaire ou de police à faire, ils le comprennent. Là encore, ils sont matures et ils sont aussi dans ces applications de protocole-là au sein de leurs propres entreprises. Donc finalement, pour eux, c'est en continuité de ce qu'ils vivent entre le monde professionnel et le CFA. Donc ils sont très respectueux des protocoles. Et c'est surtout ça qui compte en fait dans ces mesures-là, c'est l'implication de chacun individuellement. Mais quel est l'avenir et quels sont les enjeux vraiment demain et l'année prochaine autour de l'apprentissage? Bien sûr, on va observer l'économie, comment elle se porte, etc. Mais quels sont pour vous les grands enjeux à venir, Monsieur Vauthier? Moi, je pense qu'on a observé pendant cette crise que la digitalisation et le distanciel dans l'enseignement étaient une pratique qu'il fallait retenir, le télétravail aussi. Donc, voir comment l'apprentissage, finalement, là, l'a fait un peu de façon forcée, mais demain, s'approprie ces méthodologies, ces modalités de travail. Je pense aussi qu'à plus court terme, il y a quand même une question aussi autour du contrat de professionnalisation qui n'est pas aujourd'hui clairement identifié dans les mesures et qui est quand même un véhicule important aussi de formation dans l'alternance en général. Et puis, on en a un petit peu parlé, de plus en plus, à mon avis, le rôle d'accompagnement, et donc on parlait de management, de formation, sera clé pour la bonne réussite. Et finalement, après, c'est effectivement autour de l'économie et des entreprises et de leur capacité à se mobiliser. Vous savez, il y a cette mesure qui distingue les entreprises de moins de 250 salariés ou plus de 250 salariés avec un engagement de 5%. Nous, par exemple, au sein du groupe Adecco, on s'engage à atteindre 5% d'apprentis. C'est un engagement qui va au-delà c'est un engagement, on va dire, responsable. Et Monsieur Cadieux, pour vous, les enjeux, c'est quoi? C'est sur quoi il faut faire attention? Sur quoi il faut faire attention, pour nous, c'est la sécurisation du parcours des apprentis, puisque effectivement, l'année scolaire prochaine va être compliquée pour les entreprises, pour l'économie. Et donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que pour les apprentis, tout se passe bien, et notamment dans les cas de rupture de contrat, on s'assure que les jeunes ne deviennent pas des jeunes invisibles finalement et qu'ils ne se retrouvent pas dans la nature. Et donc, qu'on puisse les accompagner et leur trouver une solution. Si ce n'est pas en centre de formation parce que c'est trop compliqué de trouver une entreprise, en tout cas qu'ils soient acceptés dans les lycées professionnels, par exemple, pour suivre la même formation. Et ce qui est important aussi, on n'en parle pas,
mais c'est presque trop tard, j'ai bien peur, c'est l'orientation vers l'apprentissage, puisque l'incitation financière, c'est un des acteurs de l'apprentissage, les entreprises, mais il faudrait aussi inciter les jeunes, ou en tout cas les renseigner, ces jeunes-là qui ont été confinés pendant la période d'orientation, les rassurer pour qu'ils puissent, et les informer pour qu'ils puissent s'orienter vers l'apprentissage. Il y a encore un travail à faire sur l'apprentissage, Madame Hubert, quels que soient les secteurs d'activité, pour attirer des jeunes sur ce mode d'enseignement? Oui, oui. Ça a beaucoup bougé dans les dernières années et je pense que notamment le fait que les écoles de commerce, d'ingénieurs proposent de terminer son cursus de formation par de l'apprentissage a contribué à valoriser cette voie de formation. Malheureusement, on constate encore en France, et c'est vraiment culturel, que sur les niveaux notamment infra-bac, voire certains BTS, ça peut être quelquefois mal vu d'aller en apprentissage plutôt que de choisir sa voie en formation initiale. On sait très bien qu'il y a plein d'autres pays en Europe qui valorisent davantage cette voie d'accès professionnel, cette double acquisition, et je pense qu'on a encore quelques préjugés, quelques idées préconçues à lever. Et je suis ravie que petit à petit, l'apprentissage continue à grandir parce qu'aujourd'hui, ce sont d'anciens apprentis qui sont à leur tour maîtres d'apprentissage, voire parents d'apprentis. Et la dynamique avait très bien pris à la rentrée prochaine, vous l'avez souligné, il y avait 16% de croissance. Donc voilà, ça bouge et je pense qu'il faut encore continuer à travailler dans cet axe. Et pour les directeurs de CFA et directrices de CFA, pour vous, c'est quoi les enjeux dans l'année qui vient autour de l'apprentissage ? Alors les enjeux, ils vont rassembler exactement ce qui a été dit au préalable, c'est-à-dire des enjeux sur la réflexion pédagogique, comment capitaliser sur les bonnes pratiques dans le cadre de la digitalisation, sur l'accompagnement des publics, de nos alternants, l'accompagnement des employeurs, et puis une question plus de fond qui va être pour nous comment on va pérenniser notre modèle économique et notre structure. Puisqu'on a eu une réforme importante du monde de l'apprentissage il y a maintenant un peu plus d'un an. Et du coup, là, on se retrouve en pleine mise en œuvre de cette réforme percutée par la crise. Donc un enjeu pour nous, vraiment, directeur, directrice, c'est de continuer cette innovation, continuer le développement et revoir l'ensemble de nos modèles économiques. Donc on a une belle feuille de route. Une belle feuille de route. Et est-ce qu'il faudra aussi dans cette feuille de route peut-être réfléchir le statut de l'alternant, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du télétravail, du téléenseignement. Est-ce qu'il y a une réflexion à faire sur ça? Et puis même peut-être à terme modifier le contrat de l'apprenti et de l'alternant. Monsieur Cadieux, Moi, je trouve que la période est très intéressante pour ça et cette accélération de la digitalisation des formations. Nous, on a toujours, l'ANAF, été contacté très régulièrement par des jeunes qui voulaient suivre leur formation à distance, même si à 100%, ce n'est pas forcément l'idéal, de pouvoir mixer un peu du présentiel et du distanciel. Je pense que c'est une bonne chose, puisque les apprentis ont souvent des problématiques de mobilité et d'hébergement. Ça pourrait permettre de réduire certains frais et de faciliter un petit peu la vie des apprentis, de pouvoir suivre à distance ce qui peut être suivi à distance, et de se rendre au CFA un petit peu moins souvent quand c'est possible. Donc je pense que sans revoir forcément le statut, on peut en tout cas améliorer la formation par apprentissage en exploitant un petit peu plus la formation en distanciel. Monsieur Vauthier, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut changer, évoluer, innover encore? Oui, je pense que je rejoins ce qui a été dit. Je pense que cette crise, elle a mis en avant une des leçons pour nous, effectivement, c'est que le télétravail et la formation à distance sont essentiels. Donc, les entreprises, elles doivent s'adapter à cela. Peut-être dans l'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, revoir les parcours d'accompagnement et être capable de monter en compétence les salariés d'entreprise pour accompagner des publics à distance, les former. Quand on n'a pas de lien social habituel qui est très important, les codes, etc., on peut être un peu perdu et donc il faut apprendre à travailler comme ça, puisque le télétravail risque de s'installer dans la durée quand même. Alors, je vois toujours qu'il y a le sondage qui est affiché. Avez-vous des craintes pour votre contrat en alternance en septembre? On va voir ce que les personnes qui nous suivent répondent. Le temps passe malheureusement trop vite. On va arriver sur la dernière rubrique.
C'est la dernière séquence pour changer. C'est une séquence qui se veut un petit peu pratique. On va faire un petit tour de table. On va voir si le résultat est arrivé. Oui, avez-vous des craintes pour votre contrat en alternance en septembre? Oui à 65%, non à 35%. On ne va pas commenter, mais ça correspond un petit peu à l'état d'esprit général des futurs apprentis, Monsieur Cadieux. Oui, les jeunes ont ces inquiétudes-là. Ouais. Mais je pense que certains aussi ne se rendent pas forcément compte exactement des problématiques. Et un certain nombre de jeunes sont quand même bien conscients des difficultés que peuvent avoir les entreprises ou que pourront avoir les entreprises. Ils peuvent s'inquiéter. C'est pour ça que des mesures de sécurisation auraient pu rassurer ces jeunes-là en leur disant ne vous inquiétez pas, si vous avez une rupture de contrat, vous aurez une solution quoi qu'il en soit. Les jeunes ont été angoissés pendant la période de confinement et je pense que certains restent angoissés dans la période de déconfinement. Les annonces qu'on peut entendre sur les effets de la crise et les impacts économiques. D'ailleurs, il y avait une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser. C'était, c'est un jeune qui, j'imagine, j'ai déposé plein de candidatures, j'ai pas de réponse. Là, je m'adresse aux représentants d'entreprises. Les entreprises hésitent encore à se positionner ou pas? Oui, il y a de l'incertitude, évidemment. Puisqu'il y a de l'incertitude sur la suite de l'accompagnement du chômage partiel, sur comment va se passer l'été, les carnets de commandes, est-ce que les clients vont revenir en fonction des secteurs. Donc pas mal d'incertitudes. Moi, je constate qu'il y a peut-être dans certains cas des engagements qui sont revus à la baisse, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est inégal. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu autour à la fois de l'apprentissage dans les PME qui sont un secteur d'activité très précis et qui peut être mis à mal, versus des groupes qui peuvent avoir parfois, et je dis parfois entre guillemets parce que ce n'est pas toujours le cas, une solidité financière plus importante. Et juste une question par rapport à ça, Madame Hubert, c'est est-ce qu'il y a des disparités sectorielles? Est-ce qu'il y a des disparités géographiques? Est-ce qu'il y a des régions où des directeurs sont plus inquiets que d'autres? Non, je n'ai pas constaté dans le réseau une région plus inquiète. C'est vraiment cette partie sectorielle, professionnelle et sur la taille des entreprises qui ressort. Vraiment. Voilà. Alors pour rassurer les futurs apprentis, si vous aviez, ou peut-être même des entreprises qui hésitent à recruter un apprenti, j'ai envie de faire un petit tour de table avec un conseil à donner. Alors on commence avec vous, Aurélien. Un conseil, vous le donnez, j'imagine, à un futur apprenti, ce serait quoi? Les conseils qu'on donne, nous, c'est sur la candidature, c'est de faire des candidatures de qualité et d'arrêter la quantité de candidatures. Parce qu'on a des jeunes qui nous contactent en nous disant j'ai envoyé 200 CV, mais envoyer 200 CV avec 200 lettres de motivation identiques, ça ne sert strictement à rien. Il faut montrer aux entreprises que l'on a pris le temps de candidater, que l'on a pris connaissance du secteur d'activité de l'entreprise, de ce qu'elle faisait. Donc il faut faire un CV de qualité, sans oublier de valoriser toutes les expériences, qu'elles soient scolaires ou extrascolaires. Quand on fait du sport, il faut indiquer pourquoi on fait du sport. Est-ce qu'on est chef d'équipe? Est-ce qu'on entraîne une équipe? C'est important pour un recruteur de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière football, parce que football, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment football? Et de faire des lettres de motivation qui sont personnalisées. Autant le CV, on peut en faire un seul, autant les lettres de motivation, il faut les personnaliser par rapport à l'entreprise dans laquelle on postule. Et surtout, ce qui est super important pour les jeunes, c'est de faire des candidatures spontanées, c'est-à-dire d'envoyer des candidatures à des entreprises qui n'ont pas publié d'offres, puisqu'il y a plus de la moitié des entreprises qui recrutent des apprentis sans jamais avoir publié une seule offre. Donc vraiment, le conseil, c'est ça. C'est soigner votre candidature et n'hésitez pas à faire des candidatures spontanées. Voilà, alors si vous voulez revoir tout ce que vient de vous dire M. Cadieux, vous pouvez aller sur le site internet de l'ANAF, anaf.fr, ou bien sûr sur la plateforme sosapprenti.fr. Madame Hubert, vous, un conseil, vous voulez l'adresser à qui? Plutôt aux apprentis ou plutôt à des entreprises Si vous me permettez les deux, j'ai un conseil qui est commun, c'est de ne pas hésiter de vous rapprocher des centres de formation d'apprentis. Je souscris bien évidemment à tous les conseils qu'Aurélien a donnés. Et nous, on est là aussi pour accompagner les apprentis dans leur recherche et accompagner les employeurs aussi dans leur recherche. Donc, on a quand même, j'allais dire, beaucoup d'années d'expérience dans ces mariages, dans notre jargon. Effectivement, c'est une grande famille, l'apprentissage. Et pour les accompagner aussi bien dans le choix de la bonne formation, dans la compréhension du référentiel de formation, pouvoir concrétiser les missions qui seront accomplies en entreprise
et tout simplement mettre en place aussi le contrat et toute la partie administrative. Donc, les CFA sont là pour accompagner aussi bien entreprises qu'apprentis dans leur recherche. Alors pour trouver les CFA, on peut passer aussi par, j'imagine, le site internet de la FNADIR, qui est www.fnadir.fr. Côté conseil, Monsieur Vauthier, c'est l'exercice est difficile parce qu'on vient d'avoir pas 2 conseils, mais plutôt 4. Et vous, ce serait un conseil à qui? Plutôt aux entreprises ou à des jeunes que vous avez envie de donner? Oui, si je pouvais donner un conseil, ce serait aux entreprises, effectivement. Et ce serait un peu celui qu'on donne dans le cadre de notre CFA Recruter Autrement. Lors du recrutement, s'affranchir un peu du CV, se concentrer sur les compétences comportementales, la motivation, qui est vraiment essentielle aujourd'hui, et se concentrer sur la qualité des candidatures et le recrutement des personnes qu'on a en face, afin de garantir un succès à la fois dans l'intégration, dans la bonne compréhension de la culture de l'entreprise, pour que cet apprenti il ait une belle carrière au sein de cette entreprise. Alors si le CFA Recruter Autrement vous intéresse, vous pouvez aller sur le site adecco.fr. Après, c'est dans la rubrique Training qu'on trouve les informations. Mais pour terminer cette émission, on a parlé un petit peu des enjeux autour de l'apprentissage. On a vu quand même que il y a des aides, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour pérenniser l'apprentissage, que l'apprentissage a quand même de belles perspectives, mais il y a des risques. Et pour vous, s'il y avait une mesure à prendre aujourd'hui, s'il fallait faire du lobbying sur une mesure ou une action à mettre en œuvre pour consolider le statut des apprentis aujourd'hui, l'avenir de l'apprentissage dans l'année qui vient, ce serait quoi? On commence, allez, Monsieur Vauthier, on commence avec vous, parce que vous avez terminer la partie conseil. Écoutez, moi je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait intéressant d'étendre ces mesures au contrat de professionnalisation pour embarquer l'alternance en général. Et voilà, tout simplement, je pense que c'est un des enjeux et je pense que les mesures vont dans le bon sens pour aider les entreprises. Maintenant, il faut faire de la pédagogie, notamment, je pense, auprès des PME pour qu'elles comprennent les mécanismes. Madame, c'est à vous, chère Roselyne, sur quelles mesures à prendre pour consolider, pour faire en sorte que l'apprentissage se développe encore plus en France, parce qu'on avait des objectifs d'arriver bientôt à plus de 700 000 apprentis, mais ça va être dur. Alors, je vais dans le sens de ce qui a été dit et de continuer la simplification qui est à mettre en œuvre autour de ces contrats. C'est pas forcément évident quand on a un employeur de faire le tri entre apprentissage, contrat de professionnalisation, les démarches à faire. Bref, du coup, continuer de simplifier tout ce qui tourne autour de la gestion administrative et de la gestion des contrats d'apprentissage pour fluidifier encore le système. Aurélien Cadiou, à vous le dernier mot. Quelle action vous voudriez mettre en œuvre en faveur de l'apprentissage? Moi, je vais me répéter, mais c'est propre de la pédagogie, hein, c'est de sécuriser le parcours des apprentis et vraiment d'éviter à ces jeunes d'avoir des ruptures de parcours sans solution derrière, puisque c'est très compliqué pour un jeune qui débute dans le monde du travail de subir une rupture de contrat. C'est quelque chose d'assez négatif pour lui. Il y a déjà 28% de rupture de contrat habituellement. On a peur que ce chiffre explose et on veut vraiment que les jeunes qui ont une rupture aient une solution derrière et un accompagnement spécifique, au-delà de l'accompagnement du CFA, puisque du coup, il n'y a plus de contrat, mais un accompagnement de tous les acteurs territoriaux pour s'assurer que le jeune ne finisse pas dans la nature et termine sans solution. Merci beaucoup, Monsieur Cadiou. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y a eu plusieurs questions que je n'ai pas pu passer. On essaiera de vous répondre directement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez de toute façon retrouver cette émission sur Facebook, bien sûr, mais également sur la chaîne Demain et sur le compte YouTube de la chaîne Demain. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt. I just wanna have some fun, I wanna have some fun tonight, yeah.